I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Hey, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. Je suis Madame Diogo Rose. Je suis l'épouse de Monsieur Diogo Etienne. Je suis Diogo Tessé Marius Stéphane. Je suis le fils aîné de Papa Diogo. Donc Papa Diogo c'était mon papa, mon géniteur. Et c'était notre pilier dans la famille. Papa était mon rock. C'était mon devant derrière. Papa était mon soutien indéfectible. Il est parti, hélas. Le grand vide est là. Le grand vide se fait ressentir très fort. Je m'appelle Kemfak Diogo Christian. Je suis le fils de M. Diogo Etienne. Je suis Diogo Duque Marie-Lucelle. Papa Etienne, c'était mon papa. Papa formidable. Je suis Diogo Ngeke Landine. Papa Etienne était mon papa. Et je suis l'homonyme de sa grand-mère paternelle. Je m'appelle Diogo Wamba Merveille, la dernière née de Papa Diogo. Et papa, c'était mon papa. Papa Diogo était un monsieur très rigoureux. Oh là là, papa était rigoureux, très rigoureux. La rigueur dans tout ce qu'il faisait et le sérieux également. Pointilleux. Il aimait des choses bien faites. À la rigueur, je dirais même à 20 sur 20. 20 sur 20 faits. En plus de ça, il avait une particularité, c'était un rassembleur et un grand conseiller. Donc,
chaque fois, il n'hésitait pas de nous donner des conseils comme il le pouvait. C'est, je peux dire, grâce à cette, comment on appelle, rigueur, que je suis devenue ce que je suis aujourd'hui. Parce que quand j'épouse M. Djogo, j'ai le sabre. Il me fait une formation dans l'enseignement général à la maison. Il achète un grand tableau, il fixe à la maison. Et sur ce tableau, chaque fois qu'il rentrait du travail, parce qu'il travaillait à l'aéroport, il faisait le service de car. Quand il devait travailler à partir de 12 h le matin, il travaillait d'abord avant moi. C'était mon professeur. Il était mon professeur. Et ce qui était curieux, je n'étais même pas la seule. Il y avait aussi les femmes de ses amis, ses petites soeurs, ses petits frères. Et c'était un monsieur qui était comme s'il avait raté vraiment son métier. Parce qu'il était un très grand enseignant. Quand il t'enseignait quelque chose, tu ne comprenais pas ce que tu ne pouvais plus jamais comprendre. Il m'a formé comme ça. Comme j'ai dit dans mon discours de son enterrement, j'ai dit aux gens, j'ai dit à qui pouvait m'entendre, que quand Papa Djogo m'enseignait dans la journée, dans la nuit, au lit, il me disait, ma chérie, qu'est-ce qu'on fait? J'ai besoin de ça. Je lui disais, non, je ne te donne pas. Parce que tu m'as tapé dans la journée. Tu me tapes devant de tes amis, tes soeurs, et ici tu me dis que je te donne ça, je ne donne pas. Considère ici que je suis ta petite soeur, donc je ne te donne pas. Il me dit non. Ici au lit, tu es ma femme. Sache que quand on est au lit, tu es ma femme. Et je crois que cette rigueur-là a fait de telle sorte qu'avec ça, j'ai eu le concours de l'ENIA. J'ai passé le concours. Je suis devenue enseignante et beaucoup de femmes de ses amis sont devenues aussi parce qu'on voulait imiter Papa Djogo, devenus des enseignantes grâce à cette formation que Papa Djogo m'avait donnée. J'ai été enseignante fonctionnaire où j'ai exercé mon métier pendant 35 ans avant d'aller en retraite. Papa Djogo, mon grand frère, je ne t'oublierai jamais, je te dis merci. Son côté très rigoureux, son côté humble et très passionné par tout ce qui est la réussite de ses enfants. Donc il a mis tous les moyens nécessaires pour que nous soyons au niveau où nous sommes maintenant. Et il aimerait même que nous accomplissions plusieurs projets et il contribuait vraiment à cela. Donc papa, ce qui le caractérisait encore, je dis bien, c'est cet engouement-là, cette volonté-là qu'il avait de toujours nous voir réussir. Il aimait sa famille, les conseils de papa nous manqueront. Papa était rigoureux en ce qui concerne la discipline. C'est un papa soucieux de notre avenir. Papa, il n'a jamais cessé de nous apporter du soutien. Donc, notre papa en général, notre papa en gros, était quelqu'un de formidable. Formidable, spécial. Et voilà, ses conseils, son grand amour pour sa famille et sa joie de vivre.
manqueront à jamais. Qu'il était un homme fort, courageux, formidable, un papa formidable. Et il était tellement rigoureux et strict. Donc, et vraiment amour, il aimait vraiment ses enfants. Et même les enfants qui n'étaient pas ses enfants. Donc, c'est cette image-là que je garde de mon papa. Et il aimait beaucoup les conseils, il donnait beaucoup de conseils à tous ceux qui voyaient, tous ceux qui étaient proches de lui. Il ne manquait pas de donner les conseils. Il ne se retenait jamais de donner des conseils, même s'il fallait répéter 10 fois. En très peu de temps, en quelques jours, à chaque fois qu'il m'appelait, à chaque fois qu'il appelait même chacun de mes frères, il n'arrêtait pas de nous dire les mêmes conseils jusqu'à ce que ces conseils soient mis en application. Et nous avons grandi comme ça, avec cet autour de lui. Il nous a forgés. Il a fait en sorte que nous soyons ce que nous sommes devenus par son l'éducation et les valeurs qu'il nous a transmises. Ces valeurs-là, je trouve que c'est grâce à ça que nous sommes devenus tous des hommes, des personnes exemplaires pour nos familles surtout. Et quand je dis père-fille, en son propre thème, c'était une relation que nous avions ensemble, il était comme mon bouclier, mon confident. Et j'aime le dire à qui que ce soit, c'était la première personne à qui j'avais toujours envie d'annoncer une bonne nouvelle. Donc, qu'il voie que j'ai réussi dans la vie, du moins que j'ai réussi, ou bien qu'il soit content pour ce que j'ai accompli ou bien pour ce qui m'arrive. Donc, je voulais toujours que papa Étienne soit fier de moi parce que c'était mon papa. Je l'aimais tellement. C'était mon bouclier. On avait une relation de père et fils. C'était une relation d'un papa, un fils, un enfant. Avec, comme j'ai dit tout à l'heure tantôt, toujours des conseils, l'encadrement, bien sûr. Parce que dans ce sens-là, il ne manquait pas de faire le nécessaire. Donc nous avons une relation vraiment de père et fils. Mon papa et moi, nous étions tellement complices parce qu'il m'appelait son chef. Il disait chef, comment tu vas? Et on avait cette complicité parce que il avait parfois, quand il m'appelait comme ça, il me racontait des anecdotes du village ou alors des citations qui me permettaient de voir, qui illustraient en quelque sorte ses conseils, quoi. Et j'en rigolais beaucoup, je lui disais, mais toi tu es vraiment une bibliothèque, hein, tu retiens tout ça. Et chaque fois qu'il m'appelait, il me disait toujours un conseil ou alors un message, quoi, à travers une paraphrase. J'ai beaucoup retenu ça de lui et on rigolait comme ça et j'avais l'habitude de lui dire, je lui faisais souvent des compliments. Et il aimait bien quand je lui disais que moi, toi aussi tu es vraiment quelqu'un de très bon, d'intelligent, parce que quasiment dans tous les domaines, il était capable de t'apporter un petit conseil. Et je lui disais, mais vraiment, tu vois, j'aimerais que ce que tu me dis là, que ce soit même inscrit dans un livre ou quelque chose, parce que tu as tellement de choses à raconter. Et il n'en arrêtait pas. Je suis la maman de papa. Et papa, c'est un papa, c'est-à-dire on était liés. Parce qu'il était celui-là tout le temps qui nous conseillait. Quand il avait besoin de quoi que ce soit, c'est-à-dire le soir, on s'en couchait, il n'hésitait pas à prendre ses fruits, parce que papa disait toujours, avant de se coucher, le soir ce sont des fruits. Papa disait toujours,
dodo, fais-moi des fruits le soir avant de se coucher. Donc voilà. C'était la nature existant entre nous, comme je disais. C'était une relation profonde, quoi, une relation, je vais dire spéciale. Ça concerne ses enfants en général. Il n'avait pas de distinction qu'il faisait entre ses enfants en général. Papa, c'était mon papa et étant dernier né, j'étais tellement proche de lui. On était toujours ensemble. Il aimait toujours partir partout avec moi. Il me prêtait toujours dans sa voiture, on était toujours ensemble. Il aimait toujours que je reste avec lui, à côté de lui. Il me donnait toujours les conseils. Donc papa, c'était vraiment, comme on dit, mon premier professeur. C'est lui qui m'a tout appris. L'anglais, si je parle l'anglais aujourd'hui, c'est grâce à papa. Mon papa était non seulement mon professeur, mais aussi on était tellement proches. Il m'aimait beaucoup, moi c'est ce que je sais. Et je l'aimais aussi beaucoup. Papa était toujours à me demander de fort, est-ce que je ne comprends pas? Est-ce que pour ton petit frère, est-ce que ta petite soeur, je ne comprends pas? J'avais toujours l'impression qu'il était en perpétuel questionnement. Dès que je m'assieds à côté de lui là, il va me dire, je ne vois pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas. Je vivais un mariage comme si c'était des frères et sœurs. Papa Diogo était mon grand frère. Moi, j'étais sa petite sœur. Quand il fallait me parler, il me parlait comme s'il parlait à sa petite sœur. Il me conseillait comme s'il disait à sa petite sœur. Et moi aussi, c'était comme si c'était mon grand frère. Et ceci a fait que notre ménage était un ménage exemplaire. Il m'a appris à ne pas bouder. Quand tu as un problème avec moi, dis-moi et puis je te dis pourquoi j'ai fait telle chose. Il m'a appris à ne pas trop me fâcher, que je ne dois pas toujours être en colère et qu'il fallait écouter. Avant de réagir, il faut écouter. Papa était tout pour moi. Papa était une partie de moi. Donc vraiment, parler de notre relation père-fille, c'était une relation impeccable. Donc je n'ai rien à reprocher à papa. Et je sais que papa s'est battu pour nous. Il nous a même un peu choyés. Il nous a pris comme des petites filles. Donc, on était des filles adorées. La relation, c'est celle-là. On a partagé beaucoup de moments ensemble et on communiquait beaucoup. Et c'était quelqu'un vraiment, quand tu annonçais une bonne nouvelle, ça le rassurait. Donc, chaque fois qu'il y avait une bonne nouvelle, comme j'ai dit, c'était la première personne à qui j'avais envie d'annoncer cette bonne nouvelle-là. Pour qu'il soit toujours fier de moi. C'est une partie de moi en fait que j'ai perdue. Et depuis qu'il est parti, pour les bonnes nouvelles, quand quelque chose m'arrive, je prends le téléphone et j'essaye d'appeler Papa Chéri, parce que c'était ça qui était enregistré dans mon téléphone, son numéro Papa Chéri. Donc, quand papa m'appelait, papa aimait beaucoup parler l'anglais, donc quand je parlais l'anglais avec lui, on était très contents. Au point où il me sortait des appellations comme My Love, ça me touchait beaucoup. Donc, c'est mon premier mari, même s'il est natif, c'est mon premier mari. Non, nous avons vraiment beaucoup de choses qui ont fait en sorte qu'on a été très proches. Il m'a toujours dit que j'étais sur le bon chemin. Il n'hésitait pas à me dire que je devais bien m'occuper de ma famille. Parce que la famille, pour lui, c'était essentiel. C'était important pour l'avenir d'un homme d'avoir une famille qui réussit autant
en tant que l'homme que nous sommes. J'ai envie de dire aussi qu'il avait tellement cherché des moyens pour nous faire réussir à chacun d'entre nous. Et voilà, je viens le voir en février et on continue à rigoler, comme on avait l'habitude de rigoler ensemble, de se dire des choses. Et quand il s'agissait de me recadrer, il n'hésitait pas. Mais c'était dans le sens, dans le bon sens. Même si je n'étais plus au Cameroun, c'était toujours un plaisir de l'écouter. Quel que soit le souci le petit souci qu'il avait, même concernant ses proches, ses frères, il va me dire, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ton nom, mais je ne comprends pas ton frère. Voilà, avant d'aller même vers la question directe, il va d'abord me dire, je ne comprends pas telle personne. Je ne comprends pas. Donc j'avais toujours l'impression qu'il avait toujours ce truc de vouloir un peu mon avis, ou bien ce que je pense d'une réaction, ou bien d'une façon de voir telle chose ou telle personne, ou bien en fait, ce que je pense de ci ou ça, quoi. Donc, voilà un peu. J'avais l'impression qu'il avait toujours besoin de mon avis sur quelque chose, il avait toujours besoin que je lui dise un peu ce qu'il y a, ou bien ce que je pense d'une personne ou d'une chose, ou bien ce que je vois, quoi. Il me conseillait tellement. Quand j'étais avec ce monsieur, je lui dis, dans tel ménage, il y a eu tel problème. Il me dit, oh Rose, c'est parce que vous les femmes, vous ne savez pas. Dis-moi ce que tu aurais dû faire si c'était toi. Quand je lui disais, s'il y avait une erreur, il corrigeait. Et il me disait, il ne faut jamais faire ça. Ce que je te conseille, ne fais jamais ça. Quand tu fais ça, c'est le mal. Tu comprends, ma chérie? Quand il disait ma chérie, quand le mot ma chérie sortait de sa bouche en journée, c'est que vraiment, ce qu'il veut me dire, cette chose est vraiment très, très, très forte. Et puis je ne comprends pas. Quand j'ai appris que papa était malade, du moins qu'il l'avait décidé, qu'il avait subi une opération, j'ai décidé de venir lui rendre visite sans même prévenir qui que ce soit. Je suis arrivée le vendredi à 9h-10h. J'ai laissé les enfants à la maison, je suis directement à la clinique. Quand je suis arrivée à la clinique, j'ai vu papa. J'étais touchée parce que papa avait beaucoup changé et j'avais peur du pire. J'avais peur du pire parce que quand je regardais papa ce vendredi-là, j'étais abattue vu la vie de papa et papa m'a demandé comment tu vas et pourquoi tu ne m'as pas dit que tu venais. J'ai dit, je n'arrivais même pas à répondre parce que c'est sa mot qui m'a le plus touchée. Après, il a commencé à demander les nouvelles de moi, il demandait les nouvelles des enfants. Et lorsqu'on parlait, après le médecin est venu nous chercher, il nous a dit qu'on pouvait rentrer avec papa à la maison. J'écoutais ce que le médecin disait, j'avais vraiment espoir que ça aille, parce que le médecin nous a donné la conduite à tenir, que papa supporte mieux. Et donc il a dit qu'on rentre à la maison avec papa parce que c'était pas nécessaire que papa passe tout le week-end à la clinique. Donc quand nous sommes arrivés à la maison, j'avais espoir vu que j'ai écouté le médecin. Donc la posologie, les médicaments et autres.
on veillait à ce que ça aille. On veillait à ce que papa prenne ses médicaments. Donc le vendredi, on a passé toute la journée avec papa. Papa semblait fatigué. Samedi matin, papa s'est levé, il a eu une mauvaise nouvelle, le décès d'un de ses amis, ça l'a beaucoup touché et il m'a demandé d'appeler son ami. Papa Tétia au téléphone pour lui annoncer la nouvelle. Quand papa Tétia a décroché, il parlait à peine, tellement il était sous le choc et moi, mon cœur me faisait mal de le voir comme ça, mais je ne pouvais pas pleurer à côté de lui. Du coup, je suis sortie dire à son ami ce qu'il voulait dire, c'est-à-dire annoncer le décès de leur ami en commun. Et son ami est venu à la maison le voir. Sauf que toute la journée, de temps en temps, quand je quittais papa, je voyais papa pleurer. Papa pleurait son ami et ayant un problème de cœur, on avait tellement peur que la mort de son ami pouvait lui affecter. C'est ça qui se passait parce qu'il se sentait de plus en plus mal. Donc en journée, parfois, papa nous redonnait espoir. Parce que quand on voyait comment est-ce que ça n'allait pas, mais quand on donnait, il y avait un comprimé qu'on donnait, je crois que c'était à 9h. Lorsqu'on donnait ce comprimé-là, j'ai vu papa revenir un peu à lui et j'ai dit non, mais papa, ça va aller. Dans mon cœur, c'était si on continue à donner ce médicament, ça va aller. Sauf que le dimanche matin, c'était une journée très difficile pour nous parce que papa s'est levé dimanche matin encore plus fatigué. Et quand il est venu au salon, lorsqu'il s'est assis, il respirait tellement mal que je demande papa, c'est comment tu as dormi, et il me fait le doigt pour dire non. Et la tête en second. Là, je me suis levée et je suis allée pleurer des bouillons. Pleurer, essuyer les larmes et revenir. Je ne sais pas si papa constatait que je pleurais. Et toujours cette même journée, là aux environs de 12h, j'ai essayé d'appeler un homme de Dieu avec qui je priais pour papa. Et je ne pouvais pas faire cette prière-là sans pleurer parce que ça me touchait beaucoup. Je voyais papa de plus en plus fatigué. Lorsque l'homme de Dieu me dit, va prendre la Bible, fais ceci, j'arrive au salon. Là, je ne me suis pas empêchée. J'ai prié devant papa, pleurer en récitant ses prières. Et il me regardait avec un air de pitié. Pitié parce que il voyait que sa situation me faisait tellement mal. Donc, en soirée, le dimanche, je devais rentrer. J'ai décidé non, de réserver plutôt le bus du lundi parce que je ne pouvais pas le laisser comme ça. Donc, le lundi, je vais partir à 4h30. Vers les 21h, il a su que je partais. Il m'a demandé, tu pars et tu ne devais pas me dire au revoir. J'ai dit non, je ne suis même pas sûre de partir. Donc, quand on discutait le dimanche soir, paraissant de plus en plus fatigué, on faisait les prières matin et soir, sauf que la prière de dimanche soir, lorsque je lisais le premier et le deuxième psaume, il m'a demandé de lire le psaume 91. Lorsque j'ai fini le psaume 91, papa m'a dit, ok, ça va. Après, il m'a demandé quelle est la prière la plus importante. J'ai dit que c'était le Notre Père. En disant à papa, en restant le Notre Père, demande à Dieu de te donner la santé, de te donner la guérison. Et papa n'a pas répondu. Vers les 22 heures passées, parce qu'il passait le temps à me demander, tu vas à quelle heure, tu quittes à quelle heure, qui va t'accompagner. C'était difficile pour moi parce qu'à chaque fois que je venais, bien que je rentrais, papa venait toujours me chercher à l'agence. Donc il m'a demandé qui va les accompagner à 4h30. Il a dit que maman, si sa santé lui permet, il dit ok. Donc quand on est allé dans la chambre avec papa, on a constaté que papa baissait la tête, il était fatigué. Et donc c'est là où on a commencé à pleurer. On ne pouvait pas s'empêcher de pleurer devant lui, en nous suppliant vraiment d'aller à l'hôpital. Papa nous disait non, le matin. Là où ça m'a fendu le cœur, c'est quand moi je suis venue, j'ai arrêté la main de papa, j'ai prié avec papa, j'ai dit à papa de ne pas lâcher. Je lui ai demandé de ne pas lâcher, je lui ai demandé de guérir pour nous, je lui ai demandé de ne pas nous abandonner. Mais quand j'ai fini la prière avec papa, c'est comme si on ne faisait pas la même prière. Du coup, il était... je lui ai dit quoi? Ça me présageait à une mauvaise vue. Je sentais quelque chose dans le cœur. Et je me suis mise à garder des souvenirs de papa. Toute cette nuit-là, je n'ai pas dormi, j'ai pleuré. On a beaucoup pleuré. Et c'est douloureux d'en parler maintenant, mais je vais faire l'effort
retenue pour papa. Donc quand on a fini, il a demandé à son ami à ce que je rentre, parce que son ami m'a appelé au téléphone, il me dit non, rentre. Bon, je suis rentrée et quand je suis arrivée à Yaoundé, déjà appris la mauvaise nouvelle du décès de papa. Là, je préfère vraiment m'arrêter là parce que mon cœur était brisé. Déjà, je vais commencer par dire que mon papa était malade. Et chaque fois, il n'a pas hésité de se battre et de nous faire comprendre que ça va aller parce qu'il essayait toujours de rester fort malgré la maladie. C'est la raison pour laquelle jusqu'à son décès, il était toujours en train de dire que ça va aller. Ça va aller. En parlant de circonstances, ça a été très dur, en particulier pour moi et ma maman, nous qui étions à l'hôpital, disons, moi et tous ceux qui étaient avec nous à l'hôpital ce jour, ça a été très difficile. Le film de son décès a commencé le dimanche 25 août. Autour de 19h, ils ne se sentent pas bien et on essaye de le ramener en lui faisant comprendre qu'il faut qu'on aille à l'hôpital rapidement. Mais comme c'est un homme fort et qui avait toujours espoir et il disait toujours que ça va aller, c'est autour de 21h que nous sommes sortis de la maison pour l'hôpital. On allait rencontrer son cardiologue dans une clinique et nous avons passé toute la nuit à l'hôpital, donc du dimanche à lundi. Et finalement le cardiologue arrive le lundi matin et il continue, on le met sur soin, il continue avec les soins. Il avait déjà commencé depuis le dimanche jusqu'à ce que lundi, autour de 16h, on nous informe qu'il faut qu'on le transfère rapidement au niveau de l'hôpital général. Chose qui était un peu toujours dure pour nous. Et c'est comme ça qu'à l'hôpital général, nous sommes arrivés. On a essayé de faire des soins comme on a pu. Autour de 22h, papa est rendu là. Papa a été très malade. Et malade, brusquement, j'allais dire, moi, quand il y a un an, on m'appelle pour me dire que suite au fait qu'il n'allait plus aux toilettes, qu'on allait l'amener, qu'il était transporté à l'hôpital, et qu'à cette suite-là, il était question directement de lui faire des dialyses. Donc, depuis ce moment-là, je pense que j'ai trouvé qu'il y a eu un gros basculement au niveau de sa santé. Parce que même quand il se soignait, c'est arrivé quand il avait des soucis, il avait été hospitalisé et puis il a ressorti après une ou deux perfusions. Mais depuis la séquence de dialyse, je trouve que cette séquence de dialyse lui a laissé beaucoup de séquelles. Et moi, en n'étant pas ici, je le vivais durement, mais en même temps, je me disais, mais quand je l'appelle à chaque fois, je me dis, bon, ça va, il n'y a rien de neuf ici. Hein. Et puis il me dit, non, je vais aux toilettes. Hein. Je dis, ok, mais il me dit, mais le problème, c'est que parfois, je n'arrive pas à bien dormir la nuit. Et j'ai des problèmes de cœur parfois. Et donc, il m'a tout le temps dit ça. Et j'avais aussi l'impression que, quelque part, c'était pas encore... c'était pas très, très alarmant, quoi. Et lui, il ne voulait pas laisser croire qu'il avait certaines maladies qui avaient pris le dessus. Et c'est en constatant qu'il allait de plus en plus encore à l'hôpital que j'ai réalisé que la maladie était beaucoup plus profonde. Que papa, quelque part, avait toujours voulu ne pas nous inquiéter. On a compris ça, on s'est dit, nous allons essayer de trouver tous les spécialistes possibles pour le sauver. Parce que nous croyons en la médecine. Et après avoir vu le neurologue, le cardiologue, moi j'étais convaincu que ça allait certainement donner tout de suite favorable. Mais grande a été ma surprise
Lorsque le dernier jour, j'ai appris que malgré le fait qu'il avait subi une opération, il avait toujours des odeurs dans le corps qui ne partaient pas. Et toujours cette insuffisance cardiaque-là qui l'a beaucoup fatigué. Et j'avais juste un seul espoir, c'est qu'il tienne un peu plus longtemps. Que je puisse revenir le voir dans les prochains jours qui allaient arriver. J'avais pris des dispositions pour ça. Mais même s'il m'a écouté, il m'a dit qu'il avait compris. Il n'avait plus la force, il n'avait plus, le cœur n'était plus, il n'arrivait plus à tenir. Et j'ai trouvé qu'il s'est battu. C'était un très grand combattant. Il s'est vraiment battu contre cette maladie. Il a donné le meilleur de lui-même. Il a fait tout ce qu'il pouvait. Mais je pense que la maladie avait déjà pris beaucoup de terrain dans son corps. Et suite aux pathologies qu'il avait, comme le diabète et l'hypertension déjà, toutes ces pathologies ne l'ont pas aidé pour pouvoir vivre encore plus longtemps. Et aujourd'hui, on ne peut que lui souhaiter un doux repos. Papa était malade, papa a commencé la maladie en novembre. Et en décembre, ça s'est aggravé. Et après, ça allait un peu. Papa a rechuté là, en juillet. Parce qu'il avait la prostate. Il avait la prostate et puis après ça, il y a eu des problèmes de cœur. Parce qu'on a découvert qu'il y avait l'eau dans tous les tissus de son corps. Donc, en gros, je pourrais dire que papa est mort. Je pourrais dire d'arrêt cardiaque. Parce qu'il a été étouffé. Papa était très malade. Déjà depuis décembre de 2023, il était très malade. Et ça allait déjà pour le mieux, déjà en février. C'est vrai qu'il avait beaucoup maigri. Mais ça allait déjà, et il voyageait, mais il partait toujours assister les gens et tout. Mais ce n'est que au début du mois d'août que la maladie a encore recommencé. Et voilà, c'est cette maladie-là qui est partie, qui a emporté papa. Et vraiment, c'était vraiment horrible parce que la nuit avant qu'il ne décède, nous étions dans sa chambre. Et moi, en pleurant, je suis allée parler avec lui. Je lui ai vraiment supplié de vivre encore pour moi. Parce que, étant dernier-né, je ne suis pas encore mariée. Je n'ai pas encore accompli vraiment ma destinée. Parce que papa avait tellement de projets pour moi, on avait tellement de projets ensemble. Donc, ce soir-là, j'ai vraiment pleuré à son chevet. Je l'ai supplié de vivre encore pour moi. Mais hélas, il m'a dit qu'il a compris. Quand je parlais, il m'a dit qu'il a compris, mais ça n'a pas été vraiment, malheureusement, ça n'a pas été ça. Papa était malade. Comme je dis toujours, le jour où il m'a appelé pour me dire, tu ne m'as pas appelé, je suis malade. Depuis, tu ne m'as pas appelé. Je ne peux pas oublier à cet instant, quand j'ai raccroché, j'ai pleuré. Je ne sais pas pourquoi j'ai pleuré, mais j'ai pleuré et beaucoup. Donc papa était malade. Et chaque fois que j'appelais, parce que je vis à Yaoundé, chaque fois que j'appelais, il me disait, je l'appelais, lui il me disait, ça va aller. Non, ça va un peu. Non, ça va. Non, ça va. Non, toujours ça va. Mais papa était malade. Il était très malade. La dernière fois que j'ai amené papa à l'hôpital, c'était dimanche, un week-end. Dimanche dans la nuit. Toute la journée, il n'avait même pas mangé. Et le matin, quand je l'amène faire sa toilette dans la douche, il était obligé de demander qu'on m'aide à le mettre dans la douche. Et parce qu'il sentait que je n'arrivais plus, que ma force ne pouvait plus me permettre de le porter. Mais toute la journée, c'est un garçon qui demandait, tu ne peux plus, Rose, tu ne peux plus me porter. Il s'est couché sur son canapé, là où il se couchait régulièrement. Jusqu'à la nuit, il me dit, appelle-moi Brandon et Christian, ils viennent me mettre au lit. Quand on met papa au lit maintenant, je constate que
c'était pour partir. J'ai dit non, il faut qu'on rentre encore à la clinique. Il me dit non, on a rendez-vous le lendemain. On a rendez-vous le lendemain, laisse-moi. Je dis que non, on doit partir là maintenant. Il refuse, j'appelle son fils, mon fils que j'avais vu en France. On dit papa, pardon. Bon, bref, j'ai fait des efforts parce que je voyais qu'il mourait déjà. Mais le bon Dieu m'a permis de conduire jusqu'à l'hôpital ce jour-là, cette nuit-là. Arrivé là-bas, on a hospitalisé, il a fait toute la nuit, il a fini de 1h jusqu'au matin. Ils ont placé les appareils, que j'ai même des photos ici. On a placé des appareils sur lui. On a placé beaucoup d'appareils sur lui. Et vers 14h, comme je le suivais à la loupe, j'ai touché ses pieds. J'ai dit, bouge tes pieds. Il n'a pas bougé. J'ai même griffé, il n'a pas bougé. Je suis sortie, je suis allée voir le médecin. J'ai dit que bon, venez prendre encore les paramètres de mon mari. Quand j'arrive, le médecin me dit que oui, on a constaté que ça ne va pas, on va vous envoyer à la clinique Edimet. Parce que là-bas, il sera dialysé. On va lui mettre le sang, parce qu'il prenait le sang régulièrement. Et ou bien l'hôpital général. J'ai dit que non, moi je préfère l'hôpital général. Ce que je vais vous dire, c'est que là où mon mari se trouve là, à Edimet ou à l'hôpital général, mon mari va mourir. Donc laissez-moi aller à l'hôpital général. Parce que si on va à l'hôpital général, il a été dialysé là-bas. J'ai une poche de sang même déjà. Tout ce que vous êtes en train de raconter là, on peut faire ça à l'hôpital général. Donc, je préfère l'hôpital général. On arrive à l'hôpital général. Il est parti. Lorsque j'ai appris le décès de papa, je pensais que c'était un rêve. J'ai crié et j'ai demandé à Dieu que ce soit vraiment un cauchemar. Vraiment que je me réveille de ce triste cauchemar-là. Parce que après l'annonce du décès de papa, j'ai compris que je ne peux plus être comme avant. Je ne suis plus la même personne qu'avant. Parce que papa m'a laissé et je vais le dire là de façon officielle. Avant que, quand j'étais encore toute petite, n'ayant pas des enfants, je disais toujours à Dieu, le jour où tu m'enlèves mon papa, prends-moi les pieds. Du coup, quand c'est arrivé, j'avais des envies vraiment de... Je préfère ne pas dire le mot. Et en regardant ces enfants-là, parce que papa m'a rappelé à la veille de son repas, chaque fois qu'il regardait mon fils, mon premier fils, il me disait: ton mari et toi, prenez soin de cet enfant, surveillez bien cet enfant, soyez attentifs à lui. Du coup, maintenant, je veux juste faire ce que papa me demande. Je sais que papa veut que je réussisse, donc je vais essayer de me contenir et de faire sa volonté. Merci. Moi, étant sur place à l'hôpital, il fallait déjà premièrement que je reste très fort parce que je me suis dit, si tout d'un coup là, je commence à pleurer et que je me fonde, ma maman qui est dehors, qui était en train d'attendre quand il était dans le coma, comment est-ce qu'elle devait réagir? Donc il fallait devenir fort. Et du coup, j'ai pris la peine de garder mon calme pour ma maman, pour mes frères et sœurs, parce que je ne savais pas comment leur annoncer la nouvelle. Et il fallait prendre toutes les dispositions nécessaires pour leur annoncer la nouvelle. Donc il fallait garder son sang-froid. Et c'est ce que j'ai fait. Lorsque la nouvelle m'est tombée, la nouvelle nous est tombée, nous disant que papa a rendu l'âme, on ne devait plus rester, on n'avait rien d'autre à faire que de rester très fort. Moi, en particulier, comme je disais tantôt, ma mère qui était dehors et mes frères et sœurs. C'est bon. Naturellement, j'étais abattue, j'étais touchée parce que je n'arrivais pas à accepter la disparition de mon papa. Malgré qu'il était malade, on l'a vu malade, on s'est dit comme mon papa c'était un papa fort, on s'est dit voilà, papa va tenir le coup, mais malheureusement Dieu a décidé autrement.
voilà, ça nous a énormément touchés par la disparition de notre papa. C'était comme si le ciel m'est tombé dessus parce que j'avais toujours espoir que mon papa devait vivre parce que je priais tout le temps pour lui. Il était mon sujet de prière depuis sa maladie. Je n'avais même plus mes sujets de prière, c'était seulement lui. Chaque fois que je voulais prier, c'était d'abord lui. Et vraiment, quand il est mort, vraiment, j'ai même eu à blâmer Dieu parce que j'étais vraiment en colère dans mon esprit. J'ai demandé au Seigneur pourquoi est-ce que tu n'as pas exaucé ma prière parce que je voulais vraiment que papa vive pour moi. Je voulais vraiment qu'il guérisse. Mais vraiment, c'était vraiment un cauchemar. C'était comme si je n'imaginais même pas que papa pouvait partir. J'avais toujours espoir, j'avais toujours la foi jusqu'à la dernière minute. Et quand j'ai appris ce décès, j'étais vraiment affaiblie, dépassée. Vraiment, c'était vraiment une expérience tellement horrible pour moi. J'étais tellement choquée. Je croyais que mon cœur devait sortir même du corps. J'étais tellement... Surtout que la nouvelle m'est parvenue d'un message. C'était très fort pour moi. Très, très fort. J'avais l'impression de rêver en fait, qu'il fallait que je me réveille de quelque chose. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Mais bon, je l'ai très, très, très mal. Normalement, je l'ai prise très, 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 très difficilement. Mais après, je me suis ressaisie. À l'instant, je me suis ressaisie parce que nous n'étions que 3 filles à la maison à l'instant. Là. Il n'y avait personne pour retenir l'autre. Donc, c'était fort. C'était très, très fort. Ma réaction, normalement, ne pouvait pas être bonne malgré le fait que je savais que mon mari pouvait partir. Mais ce n'est pas facile de supporter la séparation comme ça. J'ai crié à l'hôpital général, j'ai crié. Ça n'a rien donné jusqu'au moment où on arrive à la morgue. Je constate que, puisque quand il est décédé à l'hôpital général, j'ai constaté que les enfants étaient en train d'être agités. C'est sûr qu'il est déjà parti. Ils ne m'ont pas permis de voir directement le corps. C'est quand on arrive à la morgue qu'on enlève le drap sur lui. Et puis ça me permet de lui dire au revoir. Bon, Dieu m'a quand même donné la force. Je lui ai dit le revoir que j'avais vraiment voulu donner pour lui. Je l'ai fait. Ça a été un coup de massue. J'ai été assommé, vraiment. Et j'ai subi une douleur profonde. Et j'ai fondu. Et ça a été un moment pour moi, vraiment, le jour la soirée la plus triste de ma vie. Parce que pendant que j'avais espoir qu'on lui administre des soins, même s'il fallait lui mettre sous assistance respiratoire, j'ai en même temps été, quelques heures après, été étonné et choqué d'apprendre qu'il a rendu l'âme. Un homme vraiment très courageux, mais qui laisse un grand vide derrière lui. Quand papa n'était pas au Cameroun, chaque fois que j'écrivais à papa, je parlais de l'école, je parlais de ma soutenance, comment je parlais de ma soutenance. Et lorsque je parlais en anglais à papa, ce jour-là, je lui parlais de comment est-ce que se passe ma soutenance et autres. Après, je lui ai dit, mais les gens sont en train de te souhaiter un joyeux anniversaire aujourd'hui, alors c'est pas demain. Il m'a répondu, cette phrase, je ne vais jamais l'oublier, il a écrit « No worry, my love ». Là, ça m'a tellement fait plaisir que j'étais très, 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 très contente. Du coup, j'ai dit, si papa m'appelle My Love. Et j'ai jamais pu oublier ce message-là. Du coup, même quand il m'appelait Mini parfois, je préférais retenir ce mot de My Love.
ça. Lors du dernier voyage que je fais avec lui sur l'Ouest, je suis au volant du véhicule et lui il est assis juste à ma droite. Et dans la voiture, j'avais ramené sa clé USB qui contenait sa musique. La musique qu'il écoutait constamment dans sa voiture. Et en cours de chemin, j'ai fait introduire la clé USB et il a commencé à chanter. Il chantait avec beaucoup de joie, beaucoup de gaieté. Ça nous a apaisé le voyage. Nous sommes arrivés à Tchang avec beaucoup de joie parce que la façon dont il chantait, il se comportait. Moi, étant le chauffeur volant, j'étais rassuré. Donc, du coup, ça m'a... Quand j'étais à l'université de Tchang, première année de droit, j'avais des matières, des UV, comment on disait, des UV, donc en rattrapage. J'en avais 10. Je bossais tellement et je faisais un travail tellement acharné, si bien que je passais des nuits avec des camarades dans l'amphithéâtre pour bosser toute la nuit. Et papa un jour donc, arrive à Tchang un matin, un vendredi matin, pour des obsèques à Tchang. Et il me voit sur la route en train de revenir de l'université. Il me croise. Et je lui dis, mais il me demande qu'est-ce que tu fais quoi? Je dis, mais je reviens de l'université où j'ai passé toute la nuit. Je voulais bosser, préparer mon pour essayer de réussir et valider mes UV. Et il me dit, mais comment tu vas faire? Tu vas y arriver? Je dis, oui, je vais y arriver. Et bon, vas-y. J'étais tellement étonné. Et donc, quand il a appris que j'ai validé, à la suite des résultats, il m'a dit, mais vraiment, tu es un lion. Hein. Tu es un lion. Et on a tellement rigolé. J'ai dit, mais depuis ce jour-là, donc quand j'entends lion, je pense à ce qu'il m'avait dit. Il me dit, mais tu es vraiment un lion. Hein. Tu es un vrai lion. Hein. Comment tu arrives à te battre comme ça? Tu as vraiment réussi. Hein. Et donc, je suis passé en deuxième année ayant reçu toutes mes matières, ayant validé toutes mes UV. Voilà, c'était très marquant. Ça me fait vraiment... Et les anecdotes, j'en ai d'autres parce que quand il veut m'expliquer quelque chose, quand il me donne une citation, voilà une paraphrase, voilà un proverbe du village, j'ai un proverbe qui disait souvent, que donc sa grand-mère disait, sa grand-mère disait que, il me dit que sa grand-mère disait, Yamo atorlese. Yamo atorlese. Pour dire que celui qui te dit attention, qui te donne des conseils, qui t'éduque, il dépasse même souvent celui qui t'a élevé, qui t'a accouché, celui dont tu es le parent biologique, quoi. Donc c'est des choses comme ça, parfois j'en rigole. Et chaque fois qu'il me dit, et ça c'est une des citations de musique que j'ai retenues. Et chaque fois, quand il m'appelait, il me sortait toujours une citation pour expliquer pour illustrer ses petits conseils. Il faut toujours être reconnaissant dans la vie. Il faut toujours être reconnaissant. Papa disait toujours, Dodo, on ne rentre pas chez moi à plus de 22 heures. À plus de 22 heures et quand bien même quand on arrivait à plus de 22 heures, papa te recommandait, papa disait, hey, Dodo, si tu rentres à 7 heures, si tu rentres tard, voilà, tu peux avoir une agression, on peut t'agresser, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Donc voilà, papa, c'était ça, papa en gros. C'était quelqu'un il était soucieux, quoi. Il était soucieux, puis voilà. Il n'aimait pas, c'était quelqu'un qui n'aimait pas qu'on se torture contre lui. C'est-à-dire qu'il n'aimait pas voir les gens souffrir autour de lui. Je me rappelle une fois, papa, comme dans sa maladie, ces derniers temps, moi j'avais tellement peur de rester à côté de lui parce que je ne voulais pas le voir souffrir. Ça me faisait un peu mal quand je le voyais me faire souffrir. Et je me rappelle une fois,
j'avais prié pour lui, je priais pour lui et tout. Et comme je priais pendant longtemps, il m'avait dit que me m'éveille. Tu pries bien, vraiment, j'aime, tu pries vraiment bien. Mais tu dures trop dans la prière. Donc, papa Roman, lui, il était un peu difficile. Donc, et je me rappelle encore une autre fois où il restait toujours au salon et il me disait toujours, Merveille, viens t'asseoir à côté de moi. Toi, tu me fuis toujours. Tu es toujours en train de me fuir, tu ne veux pas t'asseoir à côté de moi. C'est justement pour ça que je dis que les derniers temps, je ne voulais pas tellement être à côté de lui parce que ça me faisait mal de le voir malade. Donc, et lui, il avait remarqué ça, que j'évitais vraiment. Et donc, j'ai tellement d'histoires avec mon père. Et chaque fois, il me disait toujours que Merveille, toi, tu viens toujours me voir pour me demander l'argent. Quand c'est pour parler, tu vas toujours parler à ta mère, mais quand c'est pour l'argent, tu es toujours en train de venir me voir pour me demander l'argent. Donc vraiment, papa c'était mon meilleur ennemi et mon meilleur ami en même temps. Donc, je ne garde que de beaux souvenirs avec lui, tellement de beaux souvenirs. Et surtout des souvenirs aussi vraiment qui quand je repense, ça me fait pleurer. Et en même temps, d'autres souvenirs qui me font vraiment, qui me donnent de la joie quand je repense, parce que papa était vraiment un papa formidable. Il a toujours eu à payer ma pension. Toujours, on ne m'a jamais chassé à l'école pour la pension. Même étant en retraite, il payait ma pension, il était toujours là. Quel que soit le problème que j'avais, quel que soit le projet que j'avais, je partais parler avec papa et ensemble on réalisait, ensemble on parlait et il me soutenait toujours vraiment. C'est vraiment une grande perte pour moi parce que mon papa était vraiment tout. Tellement il était amoureux, tellement il voulait toujours être petit, c'est-à-dire qu'au petit soir. Il voulait toujours savoir ce qu'on faisait, ce qu'il en était de telle ou telle chose. Il ne freinait pas quand il fallait gérer, quand il fallait essayer de résoudre une situation ou bien un problème nous concernant. Tellement il était amoureux. Je vais vous prendre une dernière petite histoire. Un soir, nous étions sur une grande table. J'avais à manger. Et ma petite soeur, la 4e année, elle dit, je vais aller un peu déranger. Elle se lève, elle va vers lui. C'était sa 2e semaine de maladie. Il était sous son lait. Elle est allée vers lui. Elle lui dit, papa, c'est comme si j'ai prié pour le poids. Est-ce que tu peux me payer la salle de sport? Ça dit que c'est le dernier truc qui m'a... Tu peux me payer la salle de sport, papa? Papa dit, c'est ça. Il était couché. Il était couché là. Oui, c'est ça. Quand c'est les problèmes d'argent, vous venez vite vers moi. Mais si c'est les problèmes sociaux là, vous ne venez pas vers moi. Donc elle a dit ça, elle a commencé à rire. On a même tous éclaté de rire. Mais, s'il vous plaît, le matin, à son réveil, il est sorti pour lui donner cet argent de sport, de salle de sport. C'est terrible, c'est marrant, mais c'est ça. C'est ce qu'il a fait. Dès qu'il est sorti de la chambre le matin, il lui a remis l'argent de cette salle de sport, comme elle avait demandé. J'ai eu 2 garçons et 4 filles avec mon mari. Mais mon mari n'avait pas de différence entre ses filles et ses garçons. Et chaque fois, il me rappelait que les enfants, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence entre une fille et un garçon. Et parmi ses filles, par exemple, il a eu des filles très très éveillées. Et il me disait toujours, tu as vu tel enfant est tellement tel enfant. Plus de filles. Son premier garçon, c'est qu'il a toujours beaucoup de chance. Il n'a jamais raté un examen. Il n'a jamais entrepris quelque chose. Il aimait tellement parler de ses enfants. Tellement parler de ses enfants. Tellement. Et quand il avait quelque chose qu'il voulait partager avec ses enfants, quand je venais, il dit à ses enfants, prenez d'abord avant votre maman. Je dis à moi, hey, c'est moi qui avais tué ton père. Pardon, va chercher ton père.
Tu n'avais pas tué ton père. Demandez à votre mère d'aller voir son père. Donc, et je veux aussi te dire quelque chose. Mon mari avait un côté très fort. J'ai perdu mes petites soeurs, j'ai perdu 4 de mes petites soeurs. Et chaque fois que mon mari a pris les enfants de mes petites soeurs là pour élever, il ne fait pas de différence entre ses enfants et les orphelins qu'il a pris chez lui. Et j'ai passé 43 ans avec mon mari, toujours avec les enfants de ma famille. Il a toujours passé le temps. Toutes mes petites soeurs, mes petits frères sont passés par chez moi. Après, c'était maintenant les orphelins de mes soeurs qui sont partis. Et il a toujours élevé sans distinction. C'était le père des orphelins, comme je vous dis. C'est rare de trouver un monsieur comme ça, qui élève les enfants des autres dans sa vie, sans distinction. Vraiment. Je lui tiens un coup de chapeau. À mes frères, à mes soeurs, comme je l'ai dit toujours, restons unis. J'ai dit, restons unis. Ayons une seule bouche, pas deux bouches, une seule bouche. Depuis le décès de papa, je n'ai que ça dans ma bouche. Appuyer et à réappuyer en disant restons unis. Parce qu'une famille unie, c'est une famille qui a réussi. La discorde ne sert à rien. Soyons unis, ayons une seule bouche. Chaud. Donc, faisons tout pour rester un et indivisible. Je vous aime. Je dis à mes frères et sœurs, déjà d'être très très courageux. De prier beaucoup pour le repos de l'âme de papa. Et de ne pas baisser les bras. Continuer à mettre en application les conseils de papa. Papa nous a quittés, mais il est toujours là. Et il serait très fier. Il serait très fier si nous, si vous, si mes frères réussissent tous et surtout réussissent à accomplir tous leurs projets surtout. Parce que papa disait souvent qu'un homme ne doit pas vivre sans projet. Il doit faire des projets. Quand un homme se lève le matin, il doit se dire quel est mon projet. Voilà. Comme la journée, on fait un programme la journée, c'est vrai, mais il faut avoir un projet. Et si vraiment un jour nous tous nous réussissons ce que nous avons toujours souhaité, nous mettons en œuvre tous nos projets que nous avons toujours souhaités, je pense qu'ils seront très fiers. Et voilà. J'espère aussi que nous allons être très solidaires. Nous allons rester très solidaires. Nous donner la main et nous soutenir. Parce qu'il n'y a que comme ça que nous allons pouvoir réussir. En étant unis et solidaires. Mes petits frères savent qu'ils peuvent toujours compter sur moi. À tout moment. Je suis l'aîné de la famille. Et je n'aurai vraiment aucune retenue à aider mes frères, comme je l'ai toujours fait, comme je le ferai toujours, je serai toujours là pour les aider. Voilà. Et je souhaite aussi dire à ma maman qu'elle soit très courageuse parce que ça n'a pas été facile pour elle. Elle s'est tellement battue aux côtés de papa. Elle a soutenu papa, elle était toujours là. Et cette maman, elle est tout pour nous aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, elle continue. Je vais vraiment lui demander de garder beaucoup de courage et se dire que le combat pour réussir les œuvres de son mari doit continuer. Merci.
Ce que je dis à mes frères et sœurs, c'est que nous devons rester soudés. Papa aurait toujours voulu que nous soyons dans la paix, que nous soyons toujours ensemble. Donc ce que je dis à mes frères et sœurs, c'est que malgré nos caractères individuels, parce que chacun en a un comportement précis, faisons toujours l'effort de penser à notre union, de penser à cette solidarité-là et que nous tous nous puissions réussir, parce que papa nous disait toujours ce que ton frère a, ce n'est pas pour toi. Du coup, cherchons tous à en avoir. Donc, je demande à mes frères et sœurs de se battre. Continuons à nous battre et faisons la volonté de papa, faisons la joie de papa. Pour que là où il nous regarde et il dit « Je suis fier de mes enfants ». Merci. Déjà, aujourd'hui, avec la responsabilité que le papa m'a laissée, déjà, ça va. Je ne m'y attendais peut-être pas beaucoup parce que le dernier moment, il me disait toujours que tu sais que j'ai beaucoup d'enfants. Tu sais que j'ai beaucoup d'enfants, donc vraiment, vous n'êtes pas mes seuls enfants. Et tout. Donc du coup, ça a été le sentiment de surprise. J'étais un peu surpris aussi. Bon après, je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que le papa a choisi que ce soit moi pour me laisser cette lourde responsabilité. Bon après j'accepte, j'ai dit s'il a laissé, il est parti aujourd'hui pour honorer sa mémoire, j'ai accepté, j'ai dit bon, je vais continuer son œuvre. En parlant du vide, le vide est énorme. Je ne saurais comment combler le vide dans le cœur de mes frères et sœurs, mais je pense que si nous tous, on est ensemble, on fait l'effort de s'écouter, de s'entendre, le vide va être comblé. Le vide peut être comblé. Donc je demande à mes frères et sœurs de beaucoup communiquer, d'être très attentifs, d'écouter les autres, parce que c'était aussi l'un des derniers conseils qu'il nous a donné, nous a laissé, celui de toujours rester unis. Donc je pense qu'avec ça, le vide pourra être un peu comblé, même si ce ne sera pas complètement, mais ce sera comblé. Je dirais encore, en tant que chrétiens, nous devions rester dans la prière. Nous devons prier, rester unis, prier pour le repos de l'âme de papa, prier afin que le Seigneur nous aide à pouvoir soulager notre peine, parce que c'est lui seul qui pourra le faire, qui pourra soulager notre peine, et voilà, et qui donne la force aussi à notre maman de pouvoir continuer ses œuvres, les œuvres que papa a laissées. Puis voilà, on devrait continuer à rester dans la prière, continue. Pour moi, c'est d'abord la prière, parce que papa a laissé ce grand vide, parce qu'il était c'était vraiment notre soutien dans cette famille. Mais comme il n'est pas là, nous devons vraiment nous attacher, nous rapprocher du Seigneur, parce que c'est lui la seule personne qui peut combler le vide que papa a laissé. Vraiment demeurer dans la prière, c'est d'abord la première des choses. Nous rattacher au Seigneur et demander vraiment la consolation du Saint-Esprit, parce qu'il a dit dans sa parole qu'il ne nous laisse pas orphelins. Il nous envoie un consolateur, un défenseur qui est le Saint-Esprit. Donc nous devons vraiment demander au Saint-Esprit de nous remplir et de combler ce vide. Deuxième des choses, c'est vraiment garder l'union et l'amour entre nous. Parce que cette perte, vraiment, si nous sommes divisés, vraiment, c'est que papa vraiment a raté la mission qu'il avait sur terre. Parce que sa mission, c'était que nous soyons unis et que nous nous aimons. Donc vraiment, nous devons nous soutenir. Soutenir, ne pas dire que j'ai déjà fait tel doit faire. Donc, tellement nous devons être unis et vraiment dans l'amour et l'amour. Vraiment, et vraiment, nous devons aussi garder les conseils que papa nous donnait. Il nous donnait tellement de conseils. Je me rappelle, il nous disait toujours que quand je vais partir, vous allez voir, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Donc vraiment, tous les conseils qu'il nous donnait, vraiment, nous devons prendre ça en considération. Et surtout, éviter la colère, parce que nous connaissons que nous avons tendance à tellement être en colère dans cette famille.
Nous devons éviter vraiment les querelles, la colère, vraiment. Ça ne servira à rien. Et autre chose, nous devons vraiment soutenir maman. Vraiment, parce que c'est notre dernière, c'est la dernière personne qui nous reste. Vu que papa est parti, nous devons vraiment nous occuper d'elle. Ne pas dire que non, papa a laissé les biens, non. Nous devons continuer à aider maman, que ce soit financièrement, émotionnellement, spirituellement, physiquement. Nous devons être là pour elle, la soutenir parce qu'elle n'a que nous maintenant. Son mari n'est plus là. Donc nous devons vraiment être unis, vraiment. Ça c'est le mot-clé, unis dans l'amour, l'amour et l'amour. Donc vraiment, frères et sœurs, je vous en prie, pour combler ce vide, voilà, quelques points que nous devons vraiment prendre en considération. Pour que, après la mort de papa, nous ne devenions pas des je ne sais pas quoi, des imbéciles. Nous devenons plutôt des gens vraiment, comme papa disait, unis et dans l'amour vraiment. Mes chers enfants, si vous pouvez rester unis et continuer et m'aider même à continuer l'œuvre que papa a commencé et qu'il n'a pas terminé. Vraiment, si vous pouvez vous entendre, si vous pouvez me permettre de vivre encore quelques années pour vous aider aussi à faire aussi quelque chose sur ce que papa n'a pas pu faire, ça me fera plaisir. Permettre de vivre plusieurs années, qu'est-ce que ça veut dire? S'il y a l'entente entre vous et si vous ne me donnez pas de stress, je pense que je vais faire beaucoup de choses et j'aurai le temps de vous procurer aussi beaucoup de conseils que papa m'avait donnés et votre vie sera aussi belle après nous. Merci.